la Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. À Tchibonga, c'est le cabinet Obion qui procède depuis plusieurs semaines à la vérification des actes de naissance, notamment dans les procédures, conformément aux nouvelles règles des plus hautes autorités de la République sur l'acquisition de la nationalité par effet de solde. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a modifié les règles sur l'acquisition de la nationalité par effet de solde. Aujourd'hui, pour se prétendre vouloir la nationalité gabonaise, il faudrait avoir entre 16 et 18 ans. Aux dates d'anniversaire, bien entendu. Aujourd'hui, avant, c'était 21 ans, entre 20 et 21 ans. Ça a changé, beaucoup sont venus avec des âges révolus, à savoir 19, 20, 21 ans. Nous leur avions dit que ce n'est plus possible, parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont entre 16 et 18 ans qui peuvent prétendre bénéficier de la nationalité. Au cours de ces entretiens, plusieurs manquements ont été relevés. Nous avions reçu beaucoup de personnes par rapport aux différents problèmes dont ils ont sur l'état civil de leurs actes de naissance. Nous avions eu des cas sur des apatrides, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais été déclarées. Nous avions eu la présence des personnes qui détiennent des actes de naissance, donc qui sont mal libellés ou encore ça a été signé par les secrétaires généraux. Nous avions aussi eu des personnes avec des actes de naissance ne détenant pas de souches. Bien entendu, avec quelques personnes qui venaient pour leur naturalisation, soit par l'effet de mariage ou encore par l'effet de sol. Pour la suite de cette opération, les populations sont invitées à se présenter afin de régulariser leur situation en matière de pièces d'état civil. Ça s'échauffe entre cette enseignante et un parent d'élève. Nous sommes bien au lycée général Nazer Boulingui à la remise de bulletins de fin d'année où l'on note un taux d'admission de 72%. Des résultats satisfaisants au regard du travail abattu par le proviseur dans la sensibilisation alors que certains élèves avaient déjà baissé la garde. Les résultats sont à peine passables. Donc on va dire dans l'ensemble, nous sommes autour de 72% du taux de réussite. Donc c'est une satisfaction. Bon, après plusieurs interpellations, les élèves les plus conscients ont changé leur façon d'être. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie un peu la progression au niveau de leurs résultats au troisième trimestre. Moi, je suis très satisfait des résultats des élèves, de mes enfants en particulier, et des autres enfants qui ont fait le maxi de satisfaire leurs parents. Bon, en mathématiques, par exemple, les enfants sont faibles. Donc pendant les vacances, là, on va leur faire les cours de rattrapage. À quelques jours de la tenue des examens de fin d'année, l'établissement a mis en place un dispositif de révision. Nous avons confiance en eux et nous pensons que les résultats seront, si ce n'est pas la même chose que l'année dernière, ce sera nettement mieux. Maintenant, pour les élèves de terminale, l'examen, nous avons sollicité la contribution de notre collègue du premier degré, directrice de l'école C, où désormais les élèves de terminale vont continuer les TD avec leurs enseignants. Heureux les élèves de passage en classe supérieure, rendez-vous l'année prochaine. Face à la dégradation des ressources hydriques dues à l'exploitation de l'or, des forages ont été réalisés dans le village de Yeno et le district de Teke. Ces infrastructures assureront un accès durable à l'eau potable, un droit fondamental souvent bafoué dans les zones rurales isolées, améliorant ainsi le quotidien, la santé et l'avenir des habitants. Les populations de Yeno sont vraiment très contentes. Et pour aujourd'hui quand même, nous vivons de l'eau potable. Parallèlement, l'éducation a été une priorité. L'école publique de Vala a reçu un nouveau bâtiment de 3 salles de classe avec table-banc, remplaçant l'ancienne école. Cette nouvelle structure offrira un environnement d'apprentissage plus adapté et propice à l'épanouissement des jeunes élèves, témoignant d'une vision à long terme, axée sur la jeunesse. Donc je ne peux que féliciter l'action et aussi qu'on a pu nous encourager personnellement pour pouvoir faire davantage les efforts dans ce sens. Tout premièrement, on a reçu la route. En deuxième position, l'école. En troisième position, la création de Vala 2 et les pompes.
Vraiment, ça nous soulage beaucoup. Nous remercions aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa politique qui prône le développement de nos localités. Vous voyez vous-même le développement, voilà, par l'arrivée des cadres d'experts, et là, l'arrivée également des coopératives. Donc vraiment, il y a eu un changement total. Ces réalisations sont le fruit d'une synergie réussie entre le monde minier et les communautés locales. La coopérative minière Edazu Mining démontre que la responsabilité sociétale des entreprises peut être un moteur de progrès. En apportant eau et éducation, ils sèment l'espoir, renforcent le tissu social et contribuent à bâtir un avenir plus serein et juste. C'est une belle leçon de solidarité à méditer. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Méoké ont procédé le mardi dernier à une importante saisie de stupéfiants au poste frontalier de la localité. Au total, 800 comprimés de Tramakine et 31 doses de drogue dure dénommée Kemita ont été découverts lors d'un contrôle. La drogue était dissimulée dans le lecteur cassette d'un véhicule conduit par un jeune Gabonais âgé de 24 ans, chauffeur de profession. Interpellé par les gendarmes, ce dernier a indiqué avoir simplement assuré le transport du colis. C'est la première fois que j'ai porté ça dans ma voiture. Je descendais sur la moto pour aller prendre l'amortisseur. Il y a un frère, un ami camerounais qui m'a interpellé sur la moto. Je me suis arrêté, je suis descendu de la moto. Il m'a fait part qu'il avait un colis. Il veut que je laisse ça à son frère à Oyem, que lorsque j'arrive à Oyem, on va me donner une somme de 30 000 francs. Selon cette déclaration, le colis lui a été remis par un ressortissant camerounais dans l'arrondissement de Kiossi au Cameroun, avec pour mission de le remettre à un autre Camerounais dans la localité d'Oyem. Je lui ai fait comprendre qu'est-ce qui était dans le colis. Il m'a fait comprendre que c'était le comprimé. Après, je lui ai fait comprendre que je ne connais pas comment ça se passe. Et lui m'a fait comprendre qu'il envoie souvent ça avec des chauffeurs dont lui-même il connaît la cachette. Les enquêtes se poursuivent afin d'identifier les différents maillons de ce trafic présumé de stupéfiants. Le mis en cause sera présenté devant le parquet d'Oyem dans les prochains jours pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Pacom Kossi, accueilli par le personnel exécutif de l'AM au complexe industriel de Lambaréné. Une visite stratégique permettant d'échanger directement avec les responsables du groupe pour mieux apprécier les réalités de terrain, notamment les défis liés à la valorisation de la filière palmier à huile. Ici, le produit découle directement des plantations de Makouké et de bien d'autres sites avant de subir une transformation en produit fini. Dans le cadre de cette visite, il était question d'évaluer la qualité de ce partenariat public-privé entre l'État gabonais et l'AM international. Monsieur le ministre a voulu tester le modèle. Nous avons reçu ses encouragements pour cette première étape de la visite qui va du centre industriel de Lambaréné jusqu'aux plantations à Mula. L'OCIL, complexe industriel de Lambaréné, est le cœur même du processus de raffinage. Plus de 100 tonnes d'huile de palme produite par jour, 30 tonnes pour le savon, qui couvre directement le marché national. Cette étape démontre l'intérêt accordé par les autorités du pays au développement de la transformation locale des produits agricoles, un levier important pour la création de valeurs ajoutées. Le message de M. le ministre était très clair. Il nous a exposé la vision du chef de l'État concernant le secteur agricole. Il nous encourage à aller beaucoup plus loin. Il nous encourage à voir beaucoup plus grand. Et pourquoi pas voir un jour Cuisinor également sortir des frontières gabonaises. Cette visite, la première d'un ministre de l'Agriculture sous la Ve République, a permis de suivre de près l'évolution de l'industrie agroalimentaire nationale. Après cette escale de Lambaréné, le membre du gouvernement a poursuivi son périple sur Mouila. Au lendemain de l'attaque, à la télévision d'État, les images de l'aéroport quadrillé par les militaires ont été diffusées, accompagnées du récit officiel des autorités sur la riposte menée par les forces de défense et de sécurité, ainsi que d'un communiqué du ministère de la Défense. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Les assaillants sont arrivés sur les lieux à bord de taxis et de minibus. 22 ont été neutralisés et une vingtaine d'autres suspects ont été interpellés selon les autorités au terme d'échanges de coups de feu qui ont duré pendant plus de 2 heures. Si l'attaque a été depuis revendiquée par les terroristes du JNIM, le pouvoir nigérien a préféré une fois encore y voir la main de la France dans une tentative de déstabilisation.
Mais au-delà de la propagande officielle, la revendication par la branche d'Al-Qaïda au Sahel met à mal les efforts du général Tiani, qui avait lancé ces dernières semaines une vaste opération de déguerpissement des quartiers jouxtant l'aéroport. À Niamey, où la circulation a repris ce vendredi, l'apparente normalité ne saurait faire oublier que cette dernière attaque est la deuxième ciblant l'aéroport en moins de 6 mois. Le 29 janvier dernier, des djihadistes du groupe État islamique étaient parvenus à pénétrer dans l'enceinte, faisant plusieurs dégâts matériels, notamment sur la base 101. Cette base militaire au nord-ouest du complexe aéroportuaire qui abrite notamment l'armée de l'air nigérienne. C'est là aussi que se trouveraient encore les 1000 tonnes de yellow cake, cet uranium non enrichi issu des mines d'Arlit, dont le groupe nucléaire français Orano et Niamey se disputent la propriété. Une mémoire douloureuse pour laquelle le continent attend toujours des réparations. Récemment, ce combat a pris une nouvelle envergure. Il y a 3 mois, les Nations Unies ont voté une résolution historique, qualifiant l'esclavage de crime le plus grave contre l'humanité. Aujourd'hui, nous devons donc passer de la reconnaissance à la mise en place d'un cadre institutionnel pour la justice réparatrice, afin de garantir que la dynamique créée par la résolution ARES 80-250 soit maintenue et se traduise par des résultats concrets. Des actions concrètes listées dans un accord cadre que le journal Le Monde a pu consulter. Parmi les 18 points figurent notamment des excuses officielles, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ou encore les allègements ou restructurations des dettes. L'histoire ne nous demande pas d'hériter d'une culpabilité, mais bien d'hériter d'une responsabilité. Même si nous ne sommes pas responsables des actes commis il y a des siècles, nous sommes responsables du monde que ces actes ont contribué à créer. Afin de préciser les demandes de pays africains, mais également des Caraïbes, 3 comités de travail ont été créés. Ces revendications seront ensuite présentées lors de la 82e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2027. Les pays africains entendent parler d'une même voix. Pour la première fois, nous avons des dirigeants africains qui s'impliquent vraiment sur cette question. Des États importants comme le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et le Ghana qui organisent la conférence, qui travaillent ensemble collectivement et donnent un vrai élan, une énergie politique visant à œuvrer en faveur de ces réparations. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau des Nations Unies, mais nous constatons maintenant une articulation au niveau national. C'était essentiel et cela faisait cruellement défaut depuis très longtemps. Ancienne puissance coloniale, la France n'a, comme les États-Unis ou Israël, pas voté la résolution de l'ONU. Dans une visioconférence, Emmanuel Macron a justifié la position de son pays, disant ne pas vouloir hiérarchiser les tragédies. Mais le 21 mai, Paris s'est pour la première fois prononcé en faveur de réparation.